Au premier trimestre de cette année 2026, on a vu une part vraiment monumentale du commerce maritime mondial se retrouver, littéralement, barricadée. Ouais, c'est le mot. Barricadé. Des routes historiques qui deviennent totalement impraticables, des flottes entières déroutées de milliers de kilomètres, et même des navires physiquement paralysés, dont un, on le sait, qui est pris au piège en ce moment même, dans le détroit d'Ormuz. C'est un vrai cauchemar opérationnel en fait. Absolument. Et en toute logique, face à un chaos pareil, on se dit que le bilan financier de n'importe quel géant de la logistique devrait juste s'effondrer sous le poids des surcoûts, non? Ben, c'est ce que dicterait le bon sens, ouais. On va se pencher aujourd'hui sur le rapport trimestriel de l'entreprise norvégienne Höegh Autoliners, un géant du transport maritime qui affiche une rentabilité quasi insolente, avec des dizaines de millions de dollars de dividendes. C'est assez fascinant, faut bien l'avouer. Je suis fascinée par ça, oui. Notre mission pour cette analyse approfondie, c'est d'ouvrir ce document financier brut pour comprendre cette mécanique paradoxale, voir comment une paralysie physique sur l'eau peut se transformer en or financier, quoi. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre auditoire. Parce que ce document, c'est bien plus qu'une simple reddition de comptes à des actionnaires, tu vois. C'est un peu un miroir du monde, c'est ça. Exactement. Höegh est un transporteur spécialisé dans ce qu'on appelle le ro-ro. En gros, ce sont ces immenses navires où les véhicules et le matériel lourd embarquent en roulant directement dans les cales. Des sortes de parkings géants flottants. C'est ça. Et en observant leurs opérations, on voit le métabolisme de l'économie mondiale en temps réel, un organisme qui réagit aux crises à la seconde. Et des crises, il y en a eu. Le mois de mars a été un véritable champ de mines logistique. Le conflit au Moyen-Orient a forcé l'entreprise à tout revoir dans l'urgence. Ah oui, le rapport est très clair là-dessus. Des navires immobilisés en pleine mer à attendre des directives de sécurité, des flottes repositionnées, Des détours immenses pour éviter les zones de tension, ouais. et même des cargaisons déchargées dans des ports de repli qui n'étaient absolument pas prévus au départ. Et comme tu le disais, il y a toujours un navire bloqué dans la région d'Ormuz. Ce qui est énorme, c'est une artère mondiale qui se bouche. Totalement. Et chaque jour d'immobilisation pour un mastodonte pareil, c'est une hémorragie de capital. Faut payer l'équipage, le carburant brûle pour rien, les assurances explosent, quoi. Justement, c'est là qu'arrive cette anomalie financière vertigineuse dont on parlait. Malgré ce chaos, l'entreprise déclare un chiffre d'affaires total de 360 millions de dollars pour le premier trimestre. C'est un bond important par rapport aux 329 millions de l'année précédente. C'est faux. L'EBITDA, donc le bénéfice avant impôt et tout ça, se maintient à 145 millions de dollars et lâche même un dividende de 94 millions de dollars. Ouais, c'est une santé de fer au milieu d'une tempête. Mais du coup, si je prends une métaphore, c'est comme si une compagnie de taxi annonçait son meilleur trimestre alors que la moitié de la ville est sous les barricades. Comment ils font pour maintenir une marche pareille avec des navires à l'arrêt? Bah, ton analogie avec les taxis, elle est bonne, mais il faut la voir sous l'angle de l'immobilier en fait. De l'immobilier? Comment ça? Ouais, de la gestion immobilière flottante. La rentabilité dans ce secteur très spécialisé, elle dépend pas de la vitesse ou de fluidité du trajet, elle est dictée par la rareté, le mètre carré d'acier disponible. Ah, d'accord. La rareté de l'espace. Exactement. Quand les routes s'allongent à cause de la géopolitique, genre contourner toute l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance au lieu de passer par Suez, les navires passent beaucoup plus de temps en mer. Ce qui veut dire qu'ils reviennent moins souvent au port pour charger. C'est tout à fait ça. Ça crée une pénurie artificielle de navires. Et quand l'espace manque, sa valeur explose. Ce qui explique ce chiffre que j'ai vu dans le rapport. Les taux de fret net se maintiennent à un niveau super élevé, genre 78,9 dollars par mètre cube. Ouais, c'est énorme. L'utilisation de la flotte est maximale. Le moindre recoin du navire est rentabilisé. Mais attends, le volume transporté, lui, il n'a pas bougé, si? Non, il est resté stable à 3,9 millions de mètres cubes. Donc l'équation est simple, flotte exploitée à 100%, plus une tension tarifaire énorme. Le marché est prêt à payer une fortune pour avoir de la place. Et ça absorbe les surcoûts liés au chaos, quoi. À court terme, oui, totalement. Mais ça soulève une autre question, pour le coup. Qui est prêt à payer si cher pour remplir ses bateaux en ce moment? Parce que si on regarde l'économie mondiale, c'est pas la joie, hein. Non, clairement pas. Les ventes mondiales de véhicules légers ont baissé de 5% ce trimestre. Aux États-Unis, c'est moins 7%. Et au Moyen-Orient, ça plonge de 26%. Donc, on n'achète pas plus de voitures en Occident. Non, le marché global se contracte, c'est un fait. Mais en fait, ça cache un déséquilibre régional énorme. Le rapport montre un chiffre qui défie toute la tendance, c'est les exportations depuis l'Asie. Ah, l'Asie.
Ouais. Elles ont bondi de 27%. Et le moteur absolu derrière ça, c'est la Chine, avec une hausse hallucinante de 57% de ses exportations. 57% de hausse pour la Chine, pendant que le reste du monde recule de 5%. C'est un décalage dingue. C'est un découplage total. Mais ce qui est encore plus fou, c'est pas juste le volume, c'est la capacité d'adaptation. Tu parles des droits de douane? Ouais. Récemment, l'Union européenne a mis en place des droits de douane pour freiner l'importation de véhicules 100% électriques chinois. Logiquement, on se dit que les navires devraient se vider. Les droits de douane, c'est censé être comme un barrage sur une rivière, non? Ça bloque l'eau. L'image du barrage est tentante. Mais à l'ère de la logistique moderne, l'eau ne s'arrête pas. Elle trouve juste un autre chemin. Face aux taxes sur l'électrique pure, les exportations chinoises de véhicules hybrides vers l'Europe ont explosé de 130%. Attends, 130%? Juste sur les hybrides? Ouais. C'est pas juste un petit détour géographique, c'est une mutation industrielle éclair. En quelques mois, les constructeurs ont adapté leur chaîne pour exporter des hybrides qui échappent aux sanctions les plus lourdes. C'est fou. Ça montre une agilité impressionnante. Ils utilisent des plateformes modulaires où ils peuvent mettre un moteur thermique ou électrique selon la loi du port d'arrivée, c'est ça? Exactement. Le rapport souligne bien que cette expansion chinoise n'a plus rien d'un rattrapage d'après-pandémie. C'est devenu structurel, basé sur la compétitivité et les coûts. Et le reste de l'Asie suit le mouvement, je suppose? Tout à fait. Le Japon fait plus 2%, la Corée du Sud plus 4%, porté par les États-Unis malgré un climat commercial très tendu. Donc la machine asiatique remplit les cales plus vite que les législateurs ne peuvent signer des lois. C'est un bon résumé, ouais. 7%, mais les expéditions de la Chine vers l'Union européenne sur ce secteur précis, elles ont bondi de 106%. Ce qui est un chiffre astronomique. Oui, Oui. et le rapport utilise un terme très spécifique pour ça, il parle d'expédition préventive. C'est le mot-clé. Préventive. C'est de l'anticipation stratégique. Donc, en gros, on répond même plus à une commande précise d'un client, on frette des navires, on sature les parcs de stockage en Europe avec des pelleteuses, juste au cas où une nouvelle loi douanière passerait. C'est exactement la stratégie. On place physiquement la marchandise sur le territoire cible avant que le couperet de la douane ne tombe. La logistique sert de machine à remonter le temps. C'est fascinant, mais bon, ce jeu du chat et de la souris géopolitique, avec des flottes qui font des détours immenses et des envois préventifs massifs, ça nous amène directement à un autre gros sujet du rapport. L'impératif climatique, bien sûr. Voilà, la transition écologique. Et là, les données montrent une vraie contradiction. L'intensité carbone de la flotte a augmenté. Elle est passée de 4,45 à 4,51 ce trimestre. Ce qui, sur le papier, ressemble à un recul de leur stratégie verte. Ouais, mais le rapport explique que c'est pas un changement de philosophie. C'est la géopolitique qui a pris le volant. Absolument. L'immobilisation des navires est le grand coupable ici. Parce qu'à quart d'eau de 200 mètres, ça s'éteint pas comme une voiture. Jamais. Même ancré au large de la mer Rouge, en attendant une escorte sécurisée, il faut faire tourner des générateurs massifs pour l'équipage, la ventilation, la maintenance. On brûle du fioul pour un déplacement de 0 km. Sans compter la météo. Et le fait qu'ils ont moins utilisé de biocarburants et de gaz naturel liquéfié ce trimestre. Ouais, le mix énergétique était moins vert, c'est vrai. Mais alors il y a un détail super contre-intuitif dans ce document. La crise au Moyen-Orient a forcé l'entreprise à baisser la vitesse moyenne des navires en mer. Le fameux slow steaming. C'est ça. Et il s'avère que de ralentir, ça réduit la consommation de carburant par mille nautiques, non? Oui, de façon drastique même. La résistance de l'eau n'est pas linéaire. Si tu réduis la vitesse de quelques nœuds, ta consommation chute de manière exponentielle. C'est un vrai casse-tête, quoi. D'un côté, bloquer un navire, ça pollue pour rien. Mais de l'autre, ralentir pour éviter une zone de tension, ça économise du carburant. C'est le grand paradoxe de ce trimestre. Sans ce ralentissement forcé pour des questions de timing et de crise, l'intensité carbone aurait explosé de façon bien pire. Mais du coup, comment une direction d'entreprise peut planifier sa décarbonation avec des variables aussi aléatoires? On ne peut pas prévoir une guerre. C'est impossible. C'est pour ça que la seule parade, c'est de garder le cap sur l'architecture de la flotte, à long terme. EEG maintient son but de réduire de plus de 30% son intensité carbone d'ici 2030. Par rapport à 2019, c'est ça? C'est ça. Et la preuve, c'est la livraison en janvier de leur 8e navire de classe Aurora, le EEG Rainbow. Ah oui, j'ai lu ça. Et ces navires, ils sont conçus pour le Zero Carbon Ready, non? Oui, ils sont pensés dès le départ pour intégrer l'ammoniac dans le futur, qui est un carburant sans CO2. Et il y a aussi cette histoire d'alimentation électrique à quai. 5 navires sont maintenant certifiés pour se brancher directement dans les ports. Ce qui annule la pollution locale et le bruit quand ils sont arrêtés près des villes. C'est énorme.
Donc ils intègrent la résilience directement dans le métal du bateau, en fait. Voilà. Sauf que ces navires ultra sophistiqués à l'ammoniac, ça reste des structures mortes sans la ressource la plus importante, et souvent la moins citée dans les rapports financiers. L'humain, l'équipage. L'équipage, ouais. C'est vrai que la finance s'attarde beaucoup sur les dividendes et les mètres cubes. Mais il y a toute une section du rapport sur les ressources humaines. Et elle est cruciale. Elle note que les taux d'incidence et de blessures sont stables. Mais il y a une ligne qui m'a vraiment interpellée. Au cours des 3-4 derniers mois, ils ont mis en place des formations spécifiques sur la santé mentale pour les marins. C'est loin d'être un détail. Derrière cette simple mention, il y a une réalité très dure. La santé mentale en mer, c'est pas juste du bien-être de bureau, hein. C'est une question de sécurité absolue. J'imagine tellement la pression. Tu es sur un navire géant au milieu de nulle part avec des millions de dollars de cargaison et d'un coup on t'annonce un changement de trajectoire à cause d'un conflit armé. Ouais, ou un tir de missile en mer Rouge. Les marins savent plus quand ils feront escale. Ni quand ils pourront contacter leur famille. Ça doit être un stress incommensurable. L'outil logistique est tendu, mais c'est l'humain qui encaisse le premier choc. Totalement. Et si l'humain craque, ton navire à l'ammoniac, il avance pas. La fatigue en mer, c'est la première cause d'accident potentiel. C'est une belle initiative de l'entreprise de le reconnaître en tout cas. Mais bon, le choc humain est absorbé dans le présent, alors que la facture financière, elle arrive à retardement. Ah bah la comptabilité maritime a toujours un train de retard. Et ça se voit dans la dernière partie du rapport, les perspectives, le fameux outlook. En fait, la rentabilité de ce premier trimestre, elle reflétait surtout les contrats passés, non? Exactement. Le deuxième trimestre, lui, va payer la note du chaos de mars. Le rapport anticipe un surcoût direct de 20 millions de dollars juste pour la hausse des prix du carburant liée au détour. Et ça, c'est avant même d'essayer de récupérer une partie via des surtaxes aux clients. C'est une perte sèche. Sans compter les pertes liées aux perturbations des services en Moyen-Orient, ils estiment ça à 10 millions de dollars, Donc on est déjà à 30 millions d'impacts négatifs. ce qui les amène à prévoir un EBITDA ajusté pour le deuxième trimestre, légèrement inférieur ou équivalent au premier. L'onde de choc géopolitique finit toujours par rattraper le navire. On ne peut plus séparer la performance d'un groupe logistique de la tectonique des plaques géopolitiques. C'est fusionné. Et c'est vraiment la réflexion centrale qu'il faut garder en tête pour notre auditoire. Quand on regarde une entreprise qui transporte des milliers de tracteurs ou de voitures hybrides à travers le monde, on regarde plus juste de la logistique. Non, c'est le nouvel ordre économique matérialisé. C'est ça, la marine marchande contemporaine ne fait plus que relier un port A à un port B. Elle est devenue l'instrument le plus tangible des guerres froides commerciales. On pourrait presque dire que ces navires ro-ro sont des sismographes. Avant même qu'une taxe soit officiellement votée, les cales se remplissent déjà en prévention. Ce qui amène une vraie question de fond. Pendant des décennies, on se disait que le rythme de l'économie, il était dicté par les gouvernements, dans les capitales, en signant des lois douanières. C'était le modèle classique, oui. Mais face à une industrie capable d'inonder un continent de véhicules hybrides en quelques mois pour contourner une taxe ou de saturer des ports de pelleteuses juste au chaos, on peut se demander qui mène vraiment la danse. Les gouvernements ou les navires géants. Voilà. Est-ce que le législateur, avec ses barrières, ou ces gigantesques cathédrales d'acier qui font la course pour arriver au port avant que l'encre des traités ne sèche? C'est une très belle image. Le chaos n'arrête pas la machine, il l'oblige à muter et à accélérer. La prochaine fois qu'on observe les soubresauts de l'économie mondiale, il faudra se rappeler que la réponse n'est pas toujours dans les palais nationaux. Elle est parfois quelque part en haute mer, naviguant au ralenti pour économiser du carburant, tout en battant des records de rentabilité. C'est fascinant de voir à quel point tout est lié en tout cas. Absolument. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage des profondeurs de la géopolitique logistique. À très bientôt pour une nouvelle exploration.